Il y a un an, les Jeux olympiques débutaient ici, en plein cœur de Paris. La cérémonie d'ouverture s'est faite sur la scène directement, une cérémonie d'ouverture des JO assez mémorable et pas juste parce que Philippe Catherine était tout nu. Les JO 2024, ça a été une carte de visite de fou pour Paris. Même si Paris, c'est vraiment une ville touristique déjà, là. On parle quand même de 12 millions de billets vendus, 9,5 millions juste pour les Jeux olympiques. OK, c'est un record complet depuis le début des Jeux olympiques et 2,5 pour les Jeux paralympiques. Mais là, il n'y a pas que du positif. J'ai parlé à des Parisiens. On pouvait très difficilement circuler, à pied je parle, en voiture c'était impossible. Les prix avaient beaucoup augmenté, ça je savais, et du coup c'était hyper cher. On a un véritable héritage antisocial des Jeux olympiques. J'ai parlé à la ministre des Sports aussi. Si vous pouviez décrire Paris 2024 en un mot, la fierté. Le coût total des Jeux olympiques et paralympiques de Paris est estimé entre 9 à 11 milliards de dollars. OK? Ça, on parle de dépenses liées à l'organisation, aux infrastructures qui ont été améliorées ou construites, à la sécurité dans les rues de Paris et plein d'autres coûts qui ont rendu les événements possibles. Et moi, je vous propose un reportage un an plus tard pour comprendre c'est quoi le bilan des JO de Paris 2024. Puis je l'ai fait sous forme de vlog parce qu'il s'est passé plein de péripéties puis c'est vraiment intéressant, je pense, de voir un petit peu les coulisses du premier à l'Explore. On y est, les amis, le premier à l'Explore. Je suis vraiment excitée. Je suis un peu stressée. C'est mon premier gros voyage. Je vais vous montrer l'avion. Ça, c'est l'avion. J'ai choisi la France comme première destination à l'Explore parce que, pour moi, c'était évident, en fait, que j'allais aller en France. Je veux que les gens sachent qu'il y a un vol direct pour aller en France. Je veux que ma première destination soit plus facile aussi, fait que dans ma langue, avec des intervenants, qui parlent français. C'est les 1 an des Jeux olympiques. Quand je vais être là, ça va faire 1 an pile depuis la cérémonie d'ouverture. Pour la petite histoire, dans le tout début d'Alexplique, ça faisait 3 jours que j'avais lâché ma job et j'ai parlé avec l'aéroport de Québec. Puis je leur ai dit, je vais pas m'associer avec une compagnie aérienne, je vais pas... Mais tu sais, comment je pourrais voyager? Puis ils ont tout de suite dit oui. Et ça me fait un peu capoter. L'aéroport n'a jamais vraiment fait ça. Moi, j'ai jamais fait ça. C'était comme une première pour tout le monde. Mais moi, je suis une fille de Québec qui est toujours partie de Québec. Si vous habitez à Montréal, partie de Québec, là, je sais pas si vous avez vu, là, mais en ce moment, Guillaume vous montre des images de moi qui a passé la sécurité tantôt. Ça a littéralement pris 3 minutes et quart. C'est juste trop facile. Puis là, je décolle à minuit. Je vais arriver 5h30 plus tard à Paris. Il n'y a aucune escale simple, efficace. Puis quand je regarde, je compare les prix là, avec le fait de partir de Montréal. Pas plus cher à partir de Québec. Là. Pensez-y. Bref, aller faire le bilan des Jeux olympiques à Paris après 1 an, c'est un rêve. Parce que j'ai couvert les JO l'an passé avec Radio-Can à partir de Montréal. En 1924, il y avait 3089 athlètes. L'or rapporte 20 000 $ à un médaillé canadien. J'ai quand même découvert une certaine passion aux Jeux olympiques. C'est trop malade les Jeux olympiques. Il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de choses à couvrir au-delà du sport. Oui, le sport, mais au-delà du sport, il y a tellement d'affaires nice. Bon reportage, bon premier à l'Explore. On s'en va à Paris. C'est moi qui chauffe à soir. Ouais, je dirais pas ça, mais... Dans l'avion, les gens de Transat savaient que je suis journaliste pour me demander si je voulais voir le cockpit. C'était trop cool. Là, je suis retournée à mon banc après, puis pouf! J'étais rendue à Paris en un claquement de doigts. Et c'était tellement incroyable de découvrir l'hôtel que Voyage 737 avait booké parce que ça répondait à tous mes critères. Hôtel parfait pour travailler. Il y avait même des petits bols d'eau qui m'ont rappelé à quel point je suis triste que Rab soit pas là. Bref, c'est d'en aller se coucher parce qu'à l'Explore avait du pain sur la planche. OK, on s'en va interviewer Marie Barsac. C'est la ministre française des Sports. Puis c'est comme l'intervenante parfaite parce que avant de rejoindre le gouvernement Macron, elle était dans l'organisation de Paris 2024.
Elle a participé à tout le processus de candidature pour recevoir les Jeux olympiques. Puis au sein de l'organisation, pendant 10 ans, elle a été chargée notamment de l'héritage et de l'impact de Paris 2024. Ça tombe bien parce que c'est de ce qu'on veut parler, de l'héritage. Marie Barsac, merci de prendre le temps aujourd'hui. Bonjour. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que ça a été un succès, ces Jeux-là? Oui, ça a été un succès parce qu'il y a eu un engouement populaire phénoménal. Toute la France a vibré autour des Jeux. On a senti vraiment qu'il y avait un optimisme dingue dans tous les territoires, des moments de grande cohésion chez les Français, de fêtes populaires, de liesses populaires. Donc ça a été vraiment très important. On a été aussi capable d'accueillir le monde. Les Jeux, c'est d'abord un événement universel qui accueille le monde et on l'a fait. On a les rencontres qui se sont créées autour des Jeux ont été magiques et il y a eu cette fierté de montrer le meilleur de la France, le meilleur de Paris, mais aussi le meilleur de Marseille, de Tiopo à Tahiti. Et du coup, ça a rendu les Français fiers. Et nous sommes du coup encore plus contents et heureux de pouvoir continuer à organiser des grands événements sportifs pour accueillir encore une fois le monde entier. Est-ce que les promesses en matière d'héritage ont été tenues? Vous faisiez partie quand même de l'organisation pendant 10 ans. Est-ce que vous êtes fiers de ce que vous aviez mis en place avant d'arriver? Oui, je crois que le point positif, c'est d'avoir commencé très tôt nos programmes d'héritage pour qu'ils puissent continuer leur trajectoire au-delà de Paris 2024. Donc, je vous le disais, sur l'engouement des Français à pratiquer du sport. Pour que ça se concrétise, il faut plus de terrains de sport. Donc, il y a eu un plan qui a été créé à partir de 2021 et qui continue à se poursuivre puisqu'il a une trajectoire jusqu'en 2026. Il a permis déjà de construire 8 500 équipements sportifs. L'objectif, c'est 10 000 en 2026. Donc, on est toujours dans cette trajectoire. Évidemment, aujourd'hui, on est aussi dans une phase compliquée pour la France. Vous le savez, on a une dette très importante. On doit contribuer à la réduction de cette dette. Et donc, tous les ministères doivent faire des efforts pour diminuer cette dette, et y compris le ministère des Sports. Donc, on doit trouver le bon équilibre pour continuer à donner des moyens pour continuer le développement du sport pour tous et pour les sportifs de haut niveau, et en même temps contribuer à ce contexte économique compliqué pour la France. Donc, je suis pleinement mobilisée sur ce sujet, mais je connais bien du coup les enjeux d'héritage, donc ça m'aide. OK, l'héritage des JO, c'est gros, c'est important. Ici, je fais référence à tous les bienfaits que peuvent avoir les Jeux olympiques de Paris sur ses habitants à plus long terme. Le Comité international olympique consacre une section complète sur son site web à l'héritage des Jeux olympiques. Et quand on y va, on voit qu'il existe maintenant l'agenda olympique. C'est nouveau depuis 2020, ça. OK? C'est un programme qui, essentiellement, veut des Jeux olympiques beaucoup plus durables. Ça invite les villes hôtes à vraiment s'assurer d'utiliser tout ce qui est déjà sur le territoire pour avoir des JO beaucoup plus durables, OK? Par exemple, en réutilisant les sites existants, en s'assurant que si on crée aussi des nouveaux sites parce qu'on n'avait pas le choix, ils vont assurément servir aux habitants par la suite qui vont pouvoir y habiter. Donc, dans le fond, l'agenda olympique, c'est comme d'intégrer la notion de l'héritage direct en partant. Dès que tu es sélectionné en tant que ville hôte des Jeux olympiques, tu gardes ça en tête. Ici, la responsable pour Paris 2024 dit « Les Jeux de Paris 2024 ont été les premiers Jeux entièrement façonnés conformément aux principes de l'agenda olympique. » À quel point ça a changé l'état d'esprit de partir avec cette idée d'agenda olympique? Cet agenda 2020, pour nous, on l'a pris comme vraiment la feuille de route pour construire notre budget. C'est comme ça qu'on a très peu construit. Il y a un seul site de compétition qui a été construit, et un équipement sportif, c'est le centre aquatique que j'évoquais. Et il a d'abord été pensé comme un centre municipal, piscine municipale pour la population, qui est habillé pour les Jeux olympiques, mais qui, au quotidien, est un outil au service de la population. La gang, petit break de reportage parce qu'il faut que je vous parle de mes tops de chez Créapub. Créapub, c'est eux qui ont fait la merch à l'explique. Créapub, c'est une compagnie de Québec, de gens passionnés. C'est eux qui vont s'assurer qu'un jour, on va tous avoir des casquettes comme ça. Ils prennent au sérieux vos considérations. Comme moi, j'ai dit, je veux des produits canadiens, des produits québécois. Comme là, je me suis ramassée avec des belles CLA. Ils m'ont aussi donné des collants pour que je puisse coller sur toutes mes affaires. Genre, j'ai un iPad à l'explique, des AirPods à l'explique. Tout peut devenir à l'explique. Ou votre compagnie. Créapub sont vraiment cool, ils ont cru en moi depuis le jour 1, puis c'est une compagnie avec qui vous voulez vraiment faire affaire. Bon, c'est bien beau cet objectif-là d'être durable et d'utiliser le plus possible des installations qui sont déjà existantes, mais dans les faits, les JO de Paris ont coûté des milliards de dollars.
Les Jeux olympiques et paralympiques ont coûté près de 6 milliards d'euros d'argent. C'est l'équivalent d'environ 9 milliards de dollars canadiens. Il y a une bonne partie de l'argent qui est allé dans la sécurité, donc primo-policiers, mobilisation de personnel, mais aussi une bonne autre partie pour toutes les infrastructures. Je pense à la construction du village olympique, du centre aquatique olympique, les mises en travaux plus rapides pour des lignes de métro. Mais c'est vraiment important et intéressant de faire la différence entre les coûts d'organisation des JO qui sont presque entièrement financés par des fonds privés et l'investissement en capital que la ville hôte doit faire pour accueillir les Jeux, parce qu'il y a vraiment une différence là. Pour accueillir les Jeux, la ville, la région ou le pays n'ont pas besoin d'investir en capital, comme Paris était vraiment encouragé à utiliser le plus possible tout ce qu'il y avait déjà en place dans la ville, à utiliser des sites existants, même s'ils étaient situés à l'extérieur de la région parisienne. Là, on va mettre le tableau, on va mieux comprendre ce que je veux dire. Okay? C'est un tableau que j'ai pris sur le site des Jeux olympiques. En fait, les fonds publics financent seulement la sécurité, les ressources médicales puis les ressources supplémentaires aux douanes. Mais le gros du budget des Jeux provient des fonds privés, des commanditaires, des billets vendus. Même que regardez le tableau juste à côté de celui dont je viens vous parler, tous les investissements en capital faits par le pays hôte doivent, depuis 2020, apporter un héritage permanent pour le pays, pour la ville où les JO ont eu lieu. Autrement dit, la ville peut investir en capital dans des nouvelles infrastructures juste et seulement juste si ça peut avoir un héritage à long terme pour Paris. Donc, pour les Jeux de Paris, l'investissement public s'élève à 3 milliards d'euros. Mais si on suit la logique que je viens juste de vous montrer, bien, ces milliards de dollars-là vont servir dans le futur, là. On dit que pour chaque euro de dépenses publiques, il y a un effet de levier de 3 euros d'impact économique. Par exemple, si on prend le village olympique de la Seine-Saint-Denis, OK? Ce village-là va offrir 2800 logements et 2 nouvelles écoles qui profiteront à 6000 habitants. J'ai vu que c'était quand même cher ou que c'était dénoncé, du moins. Que... Oui, alors il y a un sujet sur le prix. Vous savez, c'est la loi des marchés qui s'applique, même s'il y a aussi des logements qui sont réservés à l'accès pour ce qu'on appelle les HLM, les loyers modérés pour les personnes sous conditions de ressources. Donc il y a une mixité de population qui va s'installer dans ce quartier, donc des personnes à faible revenu et des personnes qui vont acheter les logements. Donc le prix des logements est effectivement parfois un peu challengé par quelques habitants. Maintenant, c'est aussi un enjeu pour ce territoire et le maire de Saint-Denis vous le dirait. Lui, il a besoin d'avoir davantage encore de mixité sociale et de ne pas avoir que des quartiers de personnes à bas revenus et des quartiers pauvres, en fait, si je peux m'exprimer ainsi. Il a besoin qu'il y ait plus de mixité pour mettre plus de richesse dans le quartier et plus de mixité dans la vie au quotidien dans sa ville. Donc, il faut trouver le bon équilibre. Bon, s'il y a du monde qui trouve que c'est vraiment trop d'argent quand même investi, ben il y en a d'autres qui disent qu'on ressent déjà les impacts positifs ici à Paris, notamment sur le sport, sur le fait d'avoir inspiré des jeunes athlètes un peu partout dans le monde, mais surtout ici en France, à vouloir pratiquer un certain sport parce qu'ils l'ont vu aux Jeux olympiques. D'ailleurs, en décembre dernier, dans sa dernière révision budgétaire, Paris 2024 a annoncé un excédent dans son budget, un excédent de 26,8 millions d'euros. Et où est-ce qu'on a décidé d'investir cet argent-là? Mais dans la promotion du sport. Et oui, en gros, on a investi pour célébrer les JO, soutenir des projets comme des cours de natation pour 25 000 jeunes, soutenir les grands athlètes pour leurs prochains Jeux, bref, des investissements pour inciter les jeunes et moins jeunes à investir dans de saines habitudes de vie, dont le sport. Justement, tout ce que je vous parle, c'est dans l'agenda olympique. Okay? Le fait d'inspirer les jeunes à vouloir faire du sport de haut niveau, juste de les inspirer en général à adopter de saines habitudes de vie. Mais est-ce que tout ça, c'est juste pour bien paraître, mettons, ou c'est vrai là, que ça a un impact? Est-ce que ça inspire vraiment la jeunesse? Avez-vous vu une inspiration au niveau sportif? Ou... Oui, mais pas que la jeunesse. C'était vraiment à tous les âges. Il y avait une vraie émulation collective qui était très forte. Est-ce qu'il y a vraiment concrètement plus d'inscriptions dans les clubs sportifs? Oui, tout à fait, et notamment dans les disciplines où les Français ont performé.
Il y a vraiment une corrélation directe. Je pense au tennis de table. Vous l'avez peut-être vu, nous avons 2 stars en France qui s'appellent les frères Lebrun, qui sont très jeunes et qui ont été challengés les Chinois en tennis de table, ce qui est, vous le savez, vraiment un exploit. Et du coup, là, on a des records d'affluence dans les clubs de tennis de table qui sont assez phénoménaux, donc plus de 20% de nouveaux licenciés en tennis de table, et ça se poursuit. Donc oui, il y a vraiment un effet JO, et comme je vous le disais, on est vraiment en train de travailler avec les fédérations, avec les villes, pour transformer cet engouement en une pratique vraiment intégrée à la vie quotidienne des Français. En passant, il y en a toujours plus des inscriptions suite aux Jeux olympiques. Il y a toujours plus d'inscriptions dans les clubs sportifs. Même l'an passé, j'avais fait ce reportage-là à la suite des courses de Jean-Simon Desgagnés, Thomas Fafard notamment. J'avais parlé au coach de club en athlétisme à l'Université Laval qui me disait: on le sent, l'année olympique, puis même les jours qui suivent les grosses compétitions de Québécois, dans notre cas, mais en France aussi, ben ça fait en sorte qu'il y a des jeunes Français, des jeunes Québécois qui veulent tout de suite s'inscrire pour devenir comme les Olympiens. Des clubs de natation aussi, partout au pays, avaient noté une hausse d'inscription tout de suite après les performances de Summer McIntosh. Cela dit, Paris a quand même poussé la note un petit peu plus loin en créant la semaine des Jeux olympiques et paralympiques pour les jeunes. Ça a été lancé en 2017 par le comité d'organisation des JO. C'est vraiment pour faire la promotion des valeurs olympiques et paralympiques, de la santé physique puis de la cohésion sociale. Ça a l'air un peu de du blabla, là, ce que je vous dis, là, mais c'est vraiment vrai. Depuis le début de cette initiative-là, depuis le début de la semaine des Jeux olympiques et paralympiques, on a attiré un peu plus de 5 millions de jeunes. Puis ils peuvent toucher à tout plein de sports. Tu sais, c'est rare là, qu'on joue au curling quand on a 12 ans, mais là, pouf, avec cette initiative-là, mais peut-être qu'on crée des petits joueurs de curling. Et puisque les Jeux de 2030 vont se passer aussi du côté de la France, dans les Alpes, bien, on s'est assuré que cette initiative-là de la Semaine olympique et paralympique demeurait au moins jusqu'en 2030. OK, à un moment donné, j'ai arrêté les tournages parce que je voulais attendre mon entrevue avec Paul Allozzi. C'est lui que vous voyez en ce moment. Il est porte-parole de l'organisme Le Revers de la médaille. On va conclure le reportage avec lui parce que je veux comprendre si pendant les JO, on a vraiment vu Paris sous son vrai jour. Paris, c'est la ville la plus visitée dans le monde, JO ou non. Mais les JO ont eu un impact. Juste en juin dernier, le ministère des Sports m'a confirmé qu'il y a eu une augmentation touristique de 15% par rapport à juin de l'an dernier. Puis ici, on m'en a parlé de l'augmentation des touristes dans les rues. Déjà cette année, il y a beaucoup plus de touristes que les années précédentes. On a vraiment mis la ville de Paris sur son 31 pour la montrer au monde entier. Mais moi, je voulais parler à des gens qui ont vécu les JO différemment. Parce qu'il faut se rappeler qu'il y a des gens vulnérables, des sans-abri qui ont été tassés aux abords de la Seine pour redorer l'image de la ville quelques jours avant les Jeux olympiques. Il faut s'imaginer une expulsion. Votre chez vous, c'est une tente, et le matin à 6 h, quand vous ouvrez la fermeture de la tente, vous voyez des centaines de policiers qui ferment une zone dont vous ne pouvez plus sortir. Vous recevez des instructions au mégaphone, on vous met dans des files d'attente, on vous pousse, on vous serre, et après on vous donne le choix. Vas-y, monte dans ce bus, va dans une autre ville. Et là, les gens, ils ont plein de questions. Pourquoi j'irai dans cette ville? Pour combien de temps? Et pendant les Jeux, il restait très peu de personnes à la rue. Mais celles qui étaient là dans des campements, ils devaient être complètement invisibles et ils avaient le droit de déplier leurs tentes que le soir. Et le matin à 6 h, la police leur disait « Allez, partez, repliez vos tentes ». Il faut bien comprendre que la rue, pour beaucoup de gens, c'est juste un espace de vie et de balade, mais pour les gens à la rue, c'est un espace vital. Les gens ont besoin de la rue pour dormir, pour aller à des distributions alimentaires, pour rencontrer leurs médecins, comme aujourd'hui à notre camion de Médecins du Monde. Il faut s'imaginer que pour les personnes à la rue, il y avait tellement de policiers partout que c'était extrêmement compliqué de circuler. Paris, pendant les JO, c'est devenu un peu un paradis pour les riches et un enfer pour toutes les populations les plus marginalisées qui, en soi, ont aussi envie de participer à la fête. C'est complètement dingue, quoi. C'est censé être la fête de l'inclusion et c'est devenu un événement hyper exclusif. On a un véritable héritage antisocial des Jeux Olympiques. Maintenant, on a des municipalités, des arrondissements de Paris qui ont vu qu'on pouvait dégager des gens à la rue sans trop de conséquences et qui ordonnent beaucoup aux équipes de la police et de nettoyage, les équipes des poubelles, de dégager des gens à la rue dès qu'il y a des nouveaux petits campements qui se forment. Ça n'arrivait pas avant les Jeux. Et Emmanuel Macron a dit qu'il se félicitait de l'héritage social des Jeux. Mais en échange, pour 250 personnes prises en charge de manière qualitative, il y a eu 20 000 personnes expulsées en 1 an et demi. Le calcul, il est vraiment mauvais là. À quel point c'était nécessaire de tasser des sans-abri de la Seine?
Alors, je crois que vous appelez ça le nettoyage social, c'est pas forcément comme ça qu'on l'a construit. Ce qui a été fait, c'est surtout de proposer beaucoup de sans-abri, des lieux d'hébergement sur la durée. Ce sont les sans-abri qui ont rejoint les lieux d'hébergement proposés par la préfecture de Paris. C'est des hébergements pour 3 mois avec des solutions et des propositions de travail, de remobilisation pour ces populations. Donc, c'est un gros travail qui a été fait plutôt d'accompagnement des populations sans abri, pas seulement un objectif éphémère de juste trouver une solution pour accueillir les touristes massivement pendant les Jeux. C'est une stratégie beaucoup plus long terme qui a été mise en place. Ouf, ça a été beaucoup de travail faire ce long format-là. J'espère que vous avez apprécié le bilan des Jeux olympiques. On pourrait en parler en long, en large. C'est un événement complètement majeur. J'ai voulu résumer le tout du mieux que je pouvais et peut-être qu'on sera aux Jeux olympiques de 2030 dans les Alpes françaises, qui sait, et peut-être même avant, en 2026, aux prochains Jeux à Milan. C'est vraiment le début d'une grande aventure. Elle explique, elle explore. Je veux dire merci à mes partenaires, Créapub et aussi l'Aéroport de Québec qui font en sorte qu'on est ici en ce moment puis que je peux vous livrer ce reportage-là au cœur de Paris. C'est vraiment trop cool. Abonnez-vous, ça m'aide beaucoup. S'informer, c'est cool tout le monde.